Bienvenue à tous dans Au quotidien. En ce jeudi 21 décembre, on n'a jamais été aussi proche de Noël avec à la présentation du journal ce soir l'excellent Enzo Maubert. Merci bonsoir. Laure, bonsoir Laure et bonsoir à tous. Allez, avec notre invité aujourd'hui, direction Saint-Georges-de-la-Couët dans le sud-est du département. Où le maire a dû abandonner le gros projet de son mandat à cause de la hausse des taux d'intérêt. Il nous expliquera pourquoi. Et nous nous y sommes rendus, vous l'avez vu. Et puis dans la suite, on prendra le large avec Hugo Cardon, un jeune skipper de 21 ans qui a bouclé plus de 7000 km en 26 jours au beau milieu de l'océan Atlantique. Il nous racontera son épopée. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de l'actu de ce jeudi 21 décembre, le vote de la loi immigration au Parlement inquiète cet élu de la ville du Mans. Le président du Centre communal d'action sociale, Yves Calip, fait part de sa colère et de son incompréhension aussi. On l'écoutera dans ce journal. À Écomois, une usine de fabrication de granulés de bois inquiète des riverains. Elle doit voir le jour en 2026, portée par un chef d'entreprise de la commune. Et puis, découverte d'un très beau château à Saint-Pavas, le château Chêne de Cœur. Il vient de remporter le prix départemental Vieille Maison Française. Reporté la semaine dernière, le conseil municipal du Mans a bien eu lieu ce jeudi matin. Et oui, Laure, il a commencé par une succession de passes d'armes pendant plus d'une heure entre la majorité, principalement le maire Stéphane Le Foll, et le groupe Europe Écologie Les Verts. Mais le rapport d'orientation budgétaire 2024 a été adopté à la majorité. De son côté, le groupe d'opposition mené par Marietta Caramanli pointe un budget municipal qui fait beaucoup trop appel à son épargne pour mener à bien ses projets d'investissement. Elle rappelle aussi qu'en 2021, 2022 et 2023, le taux d'imposition appliqué aux propriétaires manceaux via la taxe foncière n'a cessé d'augmenter, ce qui ne sera toutefois pas le cas pour cette année 2024. Et puis à noter, le maire du Mans a insisté sur deux grands projets d'investissement qui devront être réalisés rapidement d'ici 2025. Oui, Laure, le premier, c'est la réhabilitation et l'extension de l'ensemble immobilier 1 boulevard des Glonnières, incendié lors des émeutes de juin dernier, coût du projet 4,5 millions d'euros. Et le deuxième, c'est l'amélioration de la performance énergétique du gymnase Alain Fournier, pour cette fois-ci un budget de 5 millions d'euros. Politique, le projet de loi immigration a été voté mardi à l'Assemblée et en local, certains élus s'inquiètent. C'est le cas du président du Centre communal d'action sociale, aussi maire adjoint de la ville du Mans, Yves Calip, qui fait part de sa colère après cette décision politique. On l'écoute. Il n'y a pas de financement supplémentaire. Et donc là, avec cette loi qui tombe, il y a davantage de personnes en grande difficulté. Et on va venir frapper aux collectivités, et notamment au CCAS, où on n'aura pas les moyens de répondre aux demandes qui sont justifiées. On ne peut pas... La précarité, qu'elle soit en termes de ressources, mais aussi en termes de logement, c'est impossible. Et donc on va nous demander, à nous, collectivités, de se substituer à l'État. Puis cette loi, elle ne devrait pas exister. Vous savez, je suis en colère après la gauche, qui lundi ont voté une loi on ne veut pas de cette loi. Résultat de l'opération, la droite, l'extrême droite et la Macronie se sont mobilisés pour que la loi sorte. La loi sort, elle est pire que celle qui était prévue, alors que dans le débat parlementaire, je crois encore à ça, il y avait moyen de l'améliorer, en tous les cas de faire un certain nombre de choses. On a bloqué ça et aujourd'hui on se retrouve avec cette loi qui est votée par le Front National. Le Front National est très content. Et toujours sur ce sujet, un rassemblement est prévu ce vendredi à l'appel de l'intersyndicale FSU, CGT, mais aussi CFDT. Il aura lieu à 18h devant la préfecture. Politique toujours, mais en local à nouveau. Et on quitte le studio cette fois pour se diriger vers Saint-Georges-de-la-Couët, où Anthony Piton et Colin Ansel ont rencontré le maire Sylvain Guidier. Et oui, après 3 ans de travail sur un gros projet de réhabilitation du centre-bourg pour rendre le village plus attractif, l'équipe municipale s'est fait une raison. Elle va devoir tout simplement le stopper. La cause des taux d'intérêt qui ont triplé depuis le lancement du projet. Il est aujourd'hui devenu tout simplement trop cher pour cette petite commune de 178 habitants. On est à Saint-Georges-de-la-Couët avec le maire de la commune, Sylvain Guidier. Bonjour. Bonjour. Le maire qui est contraint d'abandonner le projet central de votre mandat que vous avez décidé en 2020. C'est un projet de
réhabilitation du centre-ville qui va pas pouvoir se faire, c'est ça? C'est un crève-cœur. Les contraintes financières nous imposent d'arrêter ce projet. Les élus sont réunis 3 fois sur le sujet et on a vraiment décidé d'arrêter le projet parce qu'entre-temps, des audits d'autres projets sont arrivés et les besoins sont énormes. Il s'agissait de quoi alors? Un aménagement urbain, donc c'était surtout redonner un sens à la place du centre-bourg, qui n'est pas une place, c'est une masse de goudron. Et puis c'est la place qu'on voit derrière sur cette partie. Et puis aussi raménager tous les trottoirs, réduire la vitesse, qui est très importante dans le bourg. Donc c'était quand même un projet à 600 000 € pour une petite commune. Alors à quoi c'est dû cet abandon exactement? Le temps administratif. Je vais être clair, on a commencé le projet en 2020, on a mis 1 an pour faire l'étude, les plans. On a eu des retours négatifs de l'ABF, donc les bâtiments de France, pour réaménager le projet. Donc on a fait des allers-retours. Après, on a eu des avis négatifs du département avec 2 départementales. Et puis pour finir, on nous a demandé de faire des fouilles archéologiques. C'est le point bloquant sur le projet parce que ça a mis 1 an à venir. Elles ont été faites en janvier 2023. Donc les taux d'intérêt entre-temps ont augmenté fortement. C'est ce qui fait aussi que vous avez aujourd'hui plus le budget pour ce projet. Un projet faisable en 2021 avec des taux à 1,81 et passé en 2023 à 5,20 en novembre. Donc on a pris 100 000 € d'intérêt supplémentaires. Impossible pour la commune, 100 000 € supplémentaires, ça faisait trop? Le budget de la commune est de 220 000 €, donc je vous laisse imaginer la suite. Et puis surtout, c'est qu'on commence à être très inquiet sur les dotations pour 2024 et les années futures. Impossible, d'autant qu'entre-temps, il y a d'autres urgences qui se sont manifestées suite à un audit que vous avez mené sur votre commune. Oui, depuis 2020, on avait lancé l'audit complet des bâtiments au niveau de la commune. Du coup, on s'est retrouvé avec des problématiques de rénovation énergétique. Une chaudière qui a 60 ans a changé, de l'isolation. Une façade de mairie à refaire et surtout une église pour un budget de 800 000 €. Donc c'est pas pour tout de suite qu'on verra ce centre-ville de Saint-Georges-de-l'Acoué se métamorphoser, se transformer. C'est un regret, mais est-ce que les projets pourront se faire? C'est plutôt mon inquiétude à l'heure actuelle. Et donc là, l'urgence, c'est quoi? Par quoi vous allez commencer? Nous, on va commencer là sur la rénovation énergétique des bâtiments et puis sur la façade de la mairie. Et dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que ça a été quand même 3 ans de travail pour créer ce projet, pour ensuite mener les fouilles, etc. Le fait d'abandonner aujourd'hui, qu'en pensent vos habitants? Les habitants, pour l'instant, je pense qu'ils sont déçus, mais c'est surtout l'équipe municipale qui est aussi déçue d'avoir porté un projet pendant autant de temps et pour arriver à rien du tout à la fin. Donc voilà, c'est très décevant et c'est surtout inquiétant pour l'avenir. Et que vous disent la préfecture, les organismes que vous avez contactés au départ pour pouvoir financer ce projet? C'est-à-dire que le millefeuille administratif nous fait que les subventions qu'on avait obtenues, on ne peut pas les reflécher sur d'autres projets, ce qui est complètement idiot, mais c'est les lois françaises malheureusement, donc on ne peut pas faire autrement. Donc cet argent, il est perdu? Il est perdu, oui. Merci Sylvain Bidier. Merci. Direction Écomois à présent, où un projet industriel inquiète bon nombre de riverains. Et oui, un site de production de granulés de bois doit voir le jour en 2026 sur un site de plus de 8 hectares, en partie à l'abandon. À la clé, 40 emplois, mais ça ne suffit pas à convaincre des habitants soucieux du bruit et de la pollution que le site pourrait engendrer dans la ville. Une réunion publique avait lieu ce mercredi soir, le reportage d'Alexandre Ferrer. C'est sur la friche industrielle de Bélipin qu'une nouvelle usine va s'installer. Son coût, 60 millions d'euros. L'entreprise JB Sol Transport souhaiterait aménager un site de production de pellets de bois. Une enquête publique est en cours jusqu'au 5 janvier 2024 afin d'évaluer l'impact environnemental et sanitaire du site. D'abord, la réutilisation d'une friche industrielle qui est à proximité d'un nœud autoroutier. La création d'une 40aine d'emplois. La mise à disposition d'une énergie propre. Ces combustibles, principalement utilisés pour le chauffage, seront mis en vente sur le territoire. On mettra en place ici une vente en local qui seront dédiées directement aux riverains, à l'ensemble des gens qui sont autour ou qui sont sur Écomois. Puis il y aura une vente qui sera dédiée aux industriels et une vente aussi qui sera dédiée aux grandes surfaces. Au total, ce sont 69 véhicules, dont 29 poids lourds, qui se déplaceront chaque jour, du lundi au vendredi.
Mais des riverains contestent l'installation de ce projet. Une réunion publique s'est tenue à Écomois ce mercredi soir, l'occasion pour certains de manifester leurs inquiétudes. Nous, on est à 50 mètres. Alors, il n'est pas normal qu'on installe une usine dans un centre-bourg. Constat de la part des habitants, un manque de communication. On n'a su que très tardivement, il y a juste à peine 15 jours, qu'il y avait un tel projet sur Écomois. La communication n'est pas passée et ça c'est très dommage parce qu'on aurait pu peut-être préparer les gens. En fin de compte, on s'aperçoit les uns comme les autres que les dés sont déjà jetés en grande partie, qu'on nous met devant le fait accompli. Des observations peuvent être communiquées par mail avant le 5 janvier. Au cours de cette réunion, d'autres rendez-vous ont été demandés pour suivre la réalisation de ce projet. On termine ce journal avec du patrimoine et on va en prendre plein les yeux avec le château de Chêne de Cœur à Saint-Pavas. Il a été distingué. Oui, Enzo. vous l'avez bien dit, c'est un très beau prix qui lui a été attribué, le prix départemental Vieille Maison Française. La famille des propriétaires travaille depuis des années pour rénover ce château et ce prix est donc la récompense de leurs nombreux efforts. Colin Ancel. Grâce à cette façade terminée à l'été 2022, le château de Chêne de Cœur à Saint-Pavas remporte le prix départemental des vieilles maisons françaises. La récompense de l'investissement passionné des propriétaires. Ça prend beaucoup de notre vie, l'entretien, l'aménagement, la restauration de cette maison, mais que ça vaut la peine parce que les gens apprécient. Et c'est très intéressant, on aime beaucoup faire partager ce travail. Un travail minutieux qui devrait s'étendre à l'ensemble des bâtiments de ce château, habité depuis des siècles par cette famille. Et les extérieurs restaurés ressemblent aux façades originelles. Un mélange de terre qui est issu du terrain ici, du jardin, et de chaux. Et c'est ce qui donne cette couleur caractéristique qui est tout à fait la même que celle de l'enduit d'origine. Parce qu'en fait, à l'origine, ils ont pris la terre ici. On a fait la même chose et c'est ce qui a donné la même qualité d'enduit. Une volonté de préserver l'histoire de ce château du XVIIIe siècle. Depuis plus de 20 ans, les vieilles maisons françaises et le département ont décerné 29 prix pour un total de 56 000 € de dotation départementale. Il y a eu un travail qui a été fait avec l'architecte des bâtiments Nicolas Gauthier qui permet de restaurer l'esprit qui a été fait au moment de la construction de ce château. La famille a repris un bâtiment qui n'était pas en très bon état et qu'il est en train de le restaurer. Et donc on veut l'encourager à continuer. L'aile gauche du château il montre l'état de l'enduit avant qu'il ne refasse l'enduit définitif que vous avez derrière moi. Et quand vous voyez la différence, vous comprenez que ça mérite quand même un prix. Une récompense totale de 4 000 €, coup de pouce dans les travaux, mais aussi une mise en lumière bienvenue. Toute l'année, une dépendance du château est ouverte à la location. Il est également possible de venir visiter l'édifice lors des journées de portes ouvertes. Très belles images de Colin Ancel. On termine avec ces belles pierres, ce journal. On se retrouve tout de suite après une page de pub, la météo, vous le savez, et on accueille un skipper sartois sur ce plateau. À tout de suite. Bonsoir. Eh bien, les perturbations se succèdent sur le nord de la France et le nord-ouest, et évidemment la Sarthe n'y échappe pas. Passages nuageux qui se maintiennent au cours de la soirée. Alors, peu de précipitations dans un premier temps, en tout cas pour cette soirée de jeudi, avec un ciel donc couvert et des températures très très douces, 10 à 12 degrés, c'est ce que l'on attend en milieu de soirée. La tendance pour ce vendredi matin. De nouveau, un passage pluvieux est attendu avec des températures assez exceptionnelles puisque celles que vous observez sur la carte au lever du jour, eh bien, ce sont celles qu'on est en droit d'attendre l'après-midi. Donc, température exceptionnelle pour la saison avec des minimales. On est 5 à 6 degrés au-dessus des normales du mois de décembre. La tendance pour l'après-midi, alors toujours ces passages pluvieux sur l'ensemble de la région. Des températures très élevées, 12 à 13 degrés au meilleur de l'après-midi, 12 degrés au Mans, 13 degrés au sud de la région, notamment sur la Flèche. On regarde la tendance pour votre samedi. Alors, pas de surprise, les perturbations vont se succéder. L'anticyclone reste bloqué sur le proche Atlantique. Les perturbations contournent cet anticyclone et traversent la France du nord-ouest vers la Méditerranée et donc traversent évidemment notre région. En tout cas, pour ce samedi, un passage pluvieux, température toujours aussi douce, entre 11 et 14 degrés. Et on va garder ce même type de temps pour la journée de dimanche avec une légère baisse des températures. Et d'ailleurs, c'est la même situation que l'on va retrouver pour le jour de Noël. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est la faute de ce jour, c'est que les températures seront de plus en plus élevées pour cette fin d'année. En tout cas, c'est le premier jour de l'hiver. Soyez très prudents sur les routes parce qu'il y aura de fréquents passages pluvieux.
excellente journée, excellente fin de semaine. Bienvenue dans la suite de Quotidien en ce jeudi 21 décembre. Et on commence, vous le savez, par la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. La qualité reste moyenne, comme du reste depuis le début de cette semaine. Les vents d'ouest et les rafales attendues dans la journée de vendredi permettent de disperser les principaux polluants. Mais l'ozone reste dans l'atmosphère. Voilà, alors il y en a un autre qui a connu des rafales les dernières semaines. C'est notre invité. Et oui, bonsoir Hugo Cardon. Bonsoir. Félicitations déjà pour le beau périple que vous venez d'accomplir, la Mini Transat, une traversée de l'Atlantique en solitaire. 26 jours de mer entre la France et la Guadeloupe. Vous êtes revenu le 12 novembre dernier. Alors, heureux ou triste de revenir sur la terre ferme? Non, heureux. C'était un magnifique projet et on est quand même content d'arriver à terre. Après tant de jours de mer, la plus grande étape, là, c'était l'étape 2 des Canaries en Guadeloupe. On a mis à peu près tous 15 jours. Donc, content de retoucher terre. Ça fait combien de kilomètres en tout, ce périple, à peu près? Ça fait environ 7000 kilomètres en tout. Donc tout s'est bien passé. Comment s'est déroulée la course? Est-ce que la météo a été clémente Alors déjà, le départ a été retardé. On a eu un petit épisode venteux les jours d'avant. Et du coup, le directeur de course a préféré retarder d'une journée le départ pour avoir un départ plutôt serein avec aucune casse. Et donc, ça faisait un petit peu bizarre. Nos familles, du coup, sont parties, les partenaires aussi. Donc, on part dans une autre ambiance, tout seul sur les pontons. Donc, entre nous, entre ministres, on s'appelle comme ça. Et donc, c'était une ambiance comme si c'était une course à peu près classique, alors qu'on partait traverser l'Atlantique. Vous êtes arrivé 27e sur 59. Est-ce que c'est un résultat qui vous satisfait? Oui, clairement, je suis vraiment satisfait de ma course en fait, parce que déjà c'est 3 ans de projet, 3 ans de galère à trouver du financement, s'entraîner, se qualifier. On part pas traverser l'Atlantique comme ça non plus, il faut des autorisations, etc. Et du coup, déjà d'arriver, c'est une victoire. Après, forcément, je suis régatier, donc j'aurais voulu approcher un peu plus du top 20, mais j'ai eu des soucis techniques sur la fin de course, donc non, vraiment satisfait de ma course quand même. Vous n'avez que 21 ans, c'est une traversée en solitaire et sans moyen de communication. Comment vous avez géré cette solitude absolue en fait? Eh bien, comme je disais, on s'entraîne, on part pas du jour au lendemain. On a eu une grosse course l'année dernière également qui partait des Sables d'Olonne, qui allait aux Açores et qui en revenait. Et du coup, on a eu des étapes pareilles d'une dizaine de jours, donc on se prépare comme ça en s'entraînant. Et après, on est suivi aussi, j'avais un préparateur mental également, on est vraiment suivi dans des pôles. Moi, j'étais au pôle de Concarneau. Et on a beaucoup de formateurs, etc. Alors, vous n'aviez pas de moyen de communication, mais je crois que vous aviez juste un petit outil en fait, qui vous servait à voir les bateaux autour, c'est ça finalement, pour ne pas les percuter. Ouais, c'est ça, on a un AIS, on appelle ça, donc on voit à peu près à une dizaine de kilomètres, pour vous donner une ordre d'idée. Et donc, je vois les cargos et aussi du coup mes adversaires, pour éviter de se rentrer dedans et de faire des collisions en mer. Mais pas plus, donc pendant les à peu près 4-5 jours, vraiment au milieu de l'Atlantique, j'ai vu personne du tout. Physiquement, c'est quelque chose d'éprouvant aussi, j'imagine. Ouais, j'avais un peu négligé cette partie parce que je me suis dit, je suis jeune, je suis sportif. Et on a l'habitude des courses qui durent entre 5 et 6 jours. Donc on a l'impression d'être frais, d'être bien à l'arrivée des courses. Mais là, 15 jours, c'est vraiment différent. Et la météo aussi est complètement différente. Donc on n'est pas habitué à avoir des vents portants sur des durées aussi longues. Et du coup, c'est vraiment ça qui est usant. Et mentalement aussi, il faut réussir à... Vous avez souffert de la fatigue finalement, physiquement? La fatigue, déjà un petit peu avec le sommeil, j'ai eu un peu des troubles des fois de la vision, etc. Et un peu des hallucinations des fois. Et après, la fatigue, c'est surtout quand on arrive à terre, on a du mal à récupérer, du mal à marcher, on a très vite mal aux muscles, etc. quoi. Vous avez le mal de terre finalement. Exactement, ça arrive, on peut bouger un petit peu. Ouais. C'est ça. Vous êtes reparti avec des images plein la tête quand même. On voyait tout à l'heure des images de coucher de soleil, de la mer forcément. Ouais, forcément, quand on monte ces images-là, ça fait un petit peu rêver. Alors, c'est pas que ça, on a aussi des petits coups de vent, des petites tempêtes, etc. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Moi, j'adore justement les petits coups de tabac, on appelle ça, quand il y a des forts coups de vent qui arrivent sur nous, des passages de front, etc. Mais oui, les couchers de soleil, ça fait partie du jeu et c'est quand même magnifique. On est vraiment des privilégiés quand même. Alors, ce qu'on n'a pas encore dit à ceux qui nous regardent, c'est que vous avez commencé quand même très jeune. Vous avez commencé par l'optimiste à la flèche. Alors, on a retrouvé une petite archive de chez nous. On l'écoute tout de suite. Je suis passionnée par la voile. J'ai découvert l'optimiste il y a 2 ans. Et depuis, je fais des régates en Sarthe ou en ligue, plusieurs catégories. Hugo n'a pas changé. Non, non, quand même. Si, quand même. Mais non, c'est trop mignon. À l'époque, on vous entend, vous rêviez de régates sur les lacs sarthois.
Aujourd'hui, c'est quoi votre prochain rêve? La route du Rhum? Ouais, c'est ça. Mon prochain rêve, c'est la route du Rhum. Alors, pas forcément la prochaine en 2026, mais je m'oriente plutôt celle de 2030. Donc, déjà, mes prochains projets, ce serait de faire de la solitaire du Figaro en 2025-2026. Et du coup, 2024, ça va être plutôt une année de transition où je vais encore participer à des courses de la classe mini, auxquelles je participais avant, et en même temps des courses Figaro, comme j'ai commencé cette année. Et à l'époque, vous vouliez être ingénieur. On a retrouvé l'intégralité de l'interview. Est-ce que toute cette expérience sur mer vous a fait changer de projet professionnel aussi? Ouais, je voulais être ingénieur en aéronaval, donc construire les bateaux, etc. Ouais. Et en fait, j'ai goûté trop tôt peut-être à la préparation et être dans le monde de la course au large, et du coup, j'ai un peu bifurqué de chemin, et maintenant, c'est difficile d'en sortir et de reprendre des études dans ce chemin-là. Ouais. Mais je m'épanouis en étant préparateur ou coureur, donc c'est parfait. La vie sera sur l'eau, quoi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Hugo Cardon. Et puis, on espère vous suivre dans vos aventures, peut-être à la solitaire du Figaro ou d'ici 4-5 ans à la route du Rhum. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. On prend des nouvelles d'un autre aventurier qu'on suit à LMTV. Alors cette fois, c'est Loïs Baudin, c'est un cycliste, c'est pas un skipper, il est bien sur la terre ferme. C'est un Sartois, évidemment, il réalise un tour d'Europe. Son objectif, récolter des fonds pour l'association Épilepsie France. Vous voyez le parcours qu'il fait, il est parti de Saint-Nazaire, le voilà à Venise, il nous a envoyé une petite vidéo, regardez. Salut les amis, aujourd'hui je vous parle depuis Venise, ville dans laquelle je suis arrivé hier et donc où je vais rester quelques jours avant de prendre un bus pour rentrer en France afin de voir ma famille pour les fêtes. Donc l'idée c'est de passer une dizaine de jours à la maison avant de retourner ici et de descendre toute la botte de l'Italie en passant par les villes les plus connues du style Venise évidemment, mais aussi Bologne, Vérone, Rome, Naples. Et tout ça jusqu'à la Sicile, donc j'ai environ 2 mois pour le faire, donc j'arriverai là-bas aux alentours de février. Et donc une fois que ça se sera réalisé, je prendrai certainement le bateau pour aller de l'autre côté de la Méditerranée. Alors n'oubliez pas, si je fais ce voyage, c'est avant tout pour l'association Épilepsie France. C'est une association qui aide les patients et les familles de patients épileptiques, maladie dont je suis moi-même atteint, et donc c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de vous en parler. Donc n'hésitez pas à me suivre, je suis sur Instagram et sur Facebook. La page s'appelle Purple Tour. Donc Purple c'est comme en anglais, P-U-R-P-L-E, et donc Tour. Et donc tout ça, ça alimente une cagnotte qui sera reversée à cette association. Donc n'hésitez pas, soyez généreux et je vous tiens au courant de comment ça avance par la suite. On souhaite bon vent aussi à Loïs. Oui. Il s'est donné une année entière pour faire le tour d'Europe dans le sens des aiguilles d'une montre. Il a déjà vraiment bien avancé. Et puis on lui souhaite de bonnes fêtes, tout simplement. Exactement, aussi. Et puis on est très fiers de ces aventuriers, entre guillemets, sartois qui font rayonner notre département. Une autre qui va faire rayonner notre département, là c'est dans quelques instants, c'est Chloé Bergerat avec son émission culturelle. Bonne soirée et à demain. À demain. Salut.